Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment est-ce que j'ai construit une station météo avec du Node, un Arduino, un Raspberry, comment est-ce qu'on met tout ça en concert ensemble et comment est-ce qu'on arrive en fait à mesurer à partir d'une sonde de température, mettre tout ça dans un Arduino, un Raspberry, dessiner des graphes et le tout sans écrire une ligne de C. Parce que le développeur étant moderne et le C, ça fait 2, 3, 4. On sait plus faire des mallocs, des free, tout ça, on a complètement oublié. Et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut y arriver avec tout ça. Je m'appelle Guillaume Ambré. Aujourd'hui, je suis consultant chez Zenica à Nantes. J'assiste mes différents clients dans la mise en place des démarches DevOps. Je me suis également réconcilié avec le Java en faisant du Grails. Donc c'est comment est-ce qu'on fait du Groovy avec des stacks traditionnels en Java EE. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Dans mes hobbies, vous avez par exemple ici, c'est un de mes gadgets, une webcam avec un Raspberry qui filme une mangeoire d'ASO, qui fait une détection de mouvement, qui me prend des photos. Et c'est ce que j'aime faire. Il y a du PoE aussi, il y a plein de choses. Et vous avez mon site web, mon GitLab, mon GitHub, pour retrouver les différents projets que je fais. Rentrons dans le vif du sujet. Un Arduino, juste pour vous représenter un petit peu l'écosystème avec lequel je travaille là aujourd'hui, et vous montrer en fait les différentes contraintes des plateformes que j'utilise. Donc c'est Arduino, c'est une plateforme open source, de prototypage. C'est un microcontrôleur dessus, donc un microcontrôleur, c'est tout petit. Vous voyez, il y a 32 kilooctets de flash, donc rien du tout, encore moins en RAM, 2,5 kg de RAM. On va voir que c'est vraiment tout petit. Et surtout, on va trouver des entrées-sorties numériques, analogiques, donc qui vont me permettre en fait de sortir des états logiques 0 ou 1, ou alors avoir des tensions variables au sein de la sortie de mon Arduino. En termes de tarifs, on évolue entre 5 et 30 euros, donc c'est du matériel qui est très abordable. Et il y a un écosystème qui est gigantesque sur le net pour tous ces éléments-là. On va trouver dans l'Arduino, en fait, on est dans l'approche open hardware. Ça veut dire que les schémas électroniques sont libres, les logiciels qui sont utilisés sont également libres et gratuits. On va trouver le bootloader, le SDK, l'IDE, la chaîne de cross-compilation. Tout ça sont des éléments qui sont libres et gratuits et accessibles. En termes de logiciels, sur un Arduino, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il n'y a pas de système d'exploitation. Donc, lorsque notre programme s'exécute, il n'y a que lui qui s'exécute dessus et rien d'autre. Quand il plante, eh bien, il faut redémarrer la bestiole. Le debug, c'est à coup de petites lettres qui va clignoter, ou alors on a une communication série, on va revenir dessus juste après, mais c'est vraiment compliqué. Et bien sûr, il n'y a pas de super blue screen of death, ça n'existe absolument pas sur cette planète-là. Les raisons du succès de la plateforme Arduino, c'est dans le monde des microcontrôleurs, donc ce type de plateforme, pour programmer un microcontrôleur, il faut un microcontrôleur déjà programmé. C'est comme si vous allez à Auchan, vous achetez une machine, vous la déballez chez vous, il n'y a pas de Windows, il n'y a pas de Linux installé dessus, vous n'avez pas de connexion Internet, et on vous demande de l'utiliser. Eh bien, sans le reste du monde, vous n'allez rien pouvoir faire avec. Les microcontrôleurs, c'est exactement ça. Vous achetez une puce qui est vierge, et il faut commencer à travailler avec. Et donc, les Arduino ont rassemblé sur une même board un microcontrôleur déjà programmé, qui est capable de faire de communiquer en USB, et un microcontrôleur de run, donc un pros sur lequel on va exécuter réellement notre programme, et ça nous permet cette fois-ci de développer notre projet. En termes de connexion, justement, donc c'est en USB avec un PC. On va avoir un port série qui est émulé sur le bus USB, et ça va nous permettre en fait de communiquer avec la plateforme. Communiquer avec la plateforme, c'est envoyer par exemple un Hello World, comme je vous montre ici une copie de l'IDE. On va avoir un SDK qui va nous fournir différentes primitives pour réaliser ce type de communication, donc de manière très simple. Et derrière, donc côté machine haute, on va utiliser des outils très simples, soit le moniteur série de l'IDE, soit CU ou screen qui est fourni avec notre système d'exploitation pour se connecter sur notre Arduino. Et derrière, on va pouvoir taper des commandes comme on veut, mais les commandes, c'est notre programme côté Raspberry, côté Arduino, doit être capable de les interpréter. On n'a pas un shell, comme on a l'habitude d'avoir avec un Linux, qui va répondre à notre place. C'est à nous de le développer. Côté Raspberry, donc ça vous connaissez sans doute un peu plus, c'est une plateforme de do-it-yourself, ce que j'appelle dans ce sens-là, où on va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Ça a été vendu à 10 millions d'exemplaires depuis 2008. En termes de ressources, un CPU à 900 MHz, un quad-cœur, on va trouver 1 Go de RAM, des USB, un Ethernet, des GPIO et tout ce qu'on a l'habitude de voir pour un tarif à 45 euros. Donc là, on va avoir une plateforme un petit peu plus grosse qu'on va pouvoir utiliser comme un mini PC,
On peut également l'utiliser, donc c'est une plateforme qui est de petite taille. Alors là, j'en ai un là juste devant moi. Je pense que la majorité d'entre vous connaissent ce type de plateforme, mais c'est plutôt petit en termes de taille. Donc on peut l'embarquer facilement dans nos différents projets. Media Center derrière une télé, une mangeoire d'oiseaux, par exemple, une webcam sur une mangeoire d'oiseaux, ou alors faire un cluster Docker. En ce moment, il y en a même qui sont sur la station spatiale, des Raspberry, pour éprouver la solidité du matériel grand public dans l'espace. Ça tourne sous Linux, donc c'est une Raspbian qui tourne derrière, donc c'est un port non officiel de la Debian sur ArmaChef. On a du Arch et, bien malgré moi, du Windows 10 dessus. En termes de comparaison, juste pour vous rappeler les différentes contraintes qu'on va avoir, c'est un Arduino, 2 kg de RAM, rien du tout, quoi. Par rapport à un Raspberry où on va trouver 1 Go de RAM, lui là, il a déjà 2 Go de RAM alors qu'il ne fait pas grand-chose. Et puis le Mac, là, vous voyez, 8 Go. Et puis après, on a des pros qui sont très très riches en termes de fonctionnalités sur des grosses machines. Et un Arduino à 16 MHz, on ne fait vraiment pas grand-chose. Dans la suite de mon projet, donc j'ai utilisé une sonde de température. Une sonde, donc vous voyez une DS18B20, c'est quelque chose d'ultra répandu dans le monde des sondes de température, donc qui permet en fait d'avoir une plage de température qui est amplement suffisante pour mesurer la température extérieure, avec une résolution qui va bien. Et sa particularité, c'est de se connecter à un bus OneWire. C'est un bus qui est vieux comme le monde, alors dans le monde de l'informatique, hein, j'entends bien, années 90. Sa particularité, c'est de nécessiter que 3 fils. On a besoin d'un pour faire l'alimentation de la sonde de température, un pour faire la masse, et un troisième fil où on va monter la data. Et à partir de là, tous mes composants vont être branchés en parallèle sur ce bus-là, et je vais avoir toute une API en fait, qui va me permettre de pinguer chaque composant les uns à côté des autres, et leur demander, toi, qu'est-ce que tu as à me donner, ou donne-moi les informations dont tu as besoin, et à partir de là, ça va me permettre de pouvoir mettre tous mes composants les uns à côté des autres. La longueur maximum d'un bus, c'est une centaine de mètres, donc là il faut avoir des fils d'une super qualité, mais globalement, pour faire des projets de domotique, c'est amplement suffisant. En termes d'utilisation, eh bien, on va avoir un montage qui est ultra simple avec un Arduino. Vous voyez ici, donc en rouge est connecté mon fil d'alimentation, en noir mon fil de masse. Le petit truc noir que vous trouvez ici, donc c'est ma sonde de température. J'ai besoin d'une petite résistance pour le faire fonctionner. Le tout est connecté à mon Arduino. Et derrière, je vais avoir un sketch. Donc un sketch, c'est le nom des programmes qu'on écrit pour les Arduino. Alors c'est du C qu'il y a derrière. Ça fait une centaine de lignes de code. C'est pas très très compliqué. Mais une fois compilé ou autre, le compilateur nous dit, ben là, ce programme-là, il va déjà me consommer 8,5 kg de flash. Donc vous voyez, j'ai déjà consommé un quart de ma flash juste pour lui faire afficher un Hello World. 360 octets de RAM qui va être utilisé. Et en termes de sortie, eh bien, ça me donnait, en fait, il va pinguer tous les composants qu'il va trouver sur le bus et m'afficher en fait la sonde, les données et finalement la température mesurée. Donc soit en Celsius, soit en Fahrenheit. Enfin, après, c'est que du code qui va bien. Comme je suis en train de vous le dire, l'Arduino, il a quand même pas mal de limites. On n'a pas beaucoup de RAM, pas beaucoup de flash, et c'est super pour faire des programmes qui sont vraiment autonomes. Des relevés de température, typiquement, pour plutôt faire un thermostat d'ambiance, donc ma chaudière, est-ce qu'elle doit se déclencher en dessous ou en dessous d'une certaine température. On le trouve également pour faire des pilotages de drones, pour faire des machines Enigma. Il y a des gens qui s'amusent à faire ce genre de choses. Mais quand on veut le faire communiquer avec le monde extérieur, faire la connectivité, ça devient un petit peu plus compliqué. Pour les modèles les plus répandus, il n'y a pas d'Ethernet, il n'y a pas de Wi-Fi, donc avec le monde moderne connecté, ça devient vraiment compliqué. Quand on va aller plus loin, j'aurai besoin d'une CPU et bien sûr plus de ressources. Donc pour aller plus loin là-dessus, l'idée c'est d'utiliser une machine haute qui va utiliser l'Arduino comme un esclave en lui mettant des ordres par son moyen de communication le plus simple, qui est le port série. Le port série, donc mon port USB. Rappelez-vous, le port série est émulé sur le port USB. Plusieurs manières de réaliser cette étape-là. Soit je le fais à la main. Donc le faire à la main, c'est j'écris moi-même un sketch côté Arduino. Je le développe moi-même. Il y a toute l'API qui va bien pour faire ce boulot-là. Et puis côté machine haute également, j'ai développé un programme qui est capable de se connecter sur mon port série, de l'ouvrir, d'envoyer les données dessus, de vérifier que les données ont bien été reçues côté Arduino. Et puis ensuite de développer ma propre moulinette. C'est très simple à faire, c'est ultra documenté. Par contre, en termes d'évolutivité, c'est un petit peu plus compliqué. Dès que je vais rajouter un nouveau composant, il faut que je fasse vivre mon programme côté Arduino et mon programme côté machine haute.
Je vous donne un exemple sur mon GitLab d'un contrôleur que j'utilise en ce moment chez moi, et donc qui permet en fait de récupérer toutes les températures des différentes sondes qui sont dispersées dans ma maison. Et ça marche très très bien. Néanmoins, il y a moyen d'aller plus loin, d'utiliser en fait plusieurs librairies qui sont déjà disponibles sur le net, où des gens se sont déjà cassés la tête pour moi. Donc une première qui est Firmata. Firmata, c'est un protocole et une implémentation d'un protocole et une implémentation d'un protocole qui est très proche du MIDI et qui permet en fait de rendre l'Arduino vraiment esclave d'une machine haute, et donc il va être capable de recevoir des ordres qui sont normés, tout est clairement établi, pour lui dire, ben là tu vas ouvrir le bus OneWire, tu vas faire des choses dessus, ou alors tu vas piloter ma sortie numérique, ma sortie analogique, etc. Donc ça c'est Firmata. Firmata, donc on va l'uploader sous forme de sketch sur notre Arduino pour le rendre cette fois-ci vraiment esclave d'une machine haute, donc il va perdre toute autonomie. Ensuite, pour la partie côté machine haute, je vais pouvoir utiliser Johnny5. Johnny5, donc c'est une lib en Node.js qui est capable d'utiliser ce protocole Firmata et d'utiliser mon Arduino pour lui faire exécuter les informations que je veux, exécuter les ordres que je veux. Donc là, dans mon cas, c'est vraiment mon Raspberry qui va exécuter du Node et qui va piloter mon Arduino. L'intérêt de cette solution, c'est qu'on va avoir quelque chose de très documenté, illustré, il y a même des petits dessins dans la doc, c'est plutôt sympathique, libre, open source, bien sûr. Et ce protocole binaire, en fait, il a l'avantage d'assurer une transmission vraiment fiable des échanges entre mon Arduino et mon Raspberry. Ça nécessite un sketch spécifique pour l'Arduino, mais néanmoins, il y a beaucoup de librairies existantes côté machine haute. Aujourd'hui, je vous parle de Johnny5, une librairie en Node, mais sachez qu'il en existe dans à peu près tous les langages. Donc en partant du Go, en passant par du Java, par du Perl, on va avoir beaucoup de choses. En termes de simplicité d'utilisation, c'est un peu moins simple que de le faire soi-même. Néanmoins, en termes de documentation, c'est pareil, c'est ultra documenté. Et en termes d'évolutivité, eh bien, j'ai plus que mon programme Node à faire évoluer. Côté Arduino, j'ai plus de code en C à maintenir. Et c'est là où je vais vraiment gagner sur l'évolutivité de ma solution. Donc Johnny5, comment est-ce que ça fonctionne? L'idée de cette librairie, c'est de s'interfacer avec les composants les plus répandus sur le marché. Donc dans les composants, on va trouver des cerveaux. Les cerveaux sont des petits moteurs qui sont asservis en position et qui permettent de dire tourne de 90 degrés, de 80 degrés ou autre, et qui vont me permettre en fait de déplacer des objets, des relais, des moteurs pas à pas, des altimètres, des afficheurs LCD, et également qui est capable de se connecter avec les bus les plus répandus sur le marché, les bus de communication, du OneWire ou de l'I2C. J'entends bien des bus matériels, on n'est pas sur des bus logiciels ou autres. Et le Hello World en Johnny5, eh bien vous voyez, pour faire clignoter une LED en 7 lignes de code, j'ai fait mon require JavaScript traditionnel, j'ai initialisé un objet board, et sur l'événement ready, eh bien, je vais pouvoir initialiser un objet LED en lui disant sur la pin numéro 13, tu vas trouver une LED à cet endroit-là, et toutes les 500 millisecondes, tu la fais changer d'état. Et à partir de là, ma LED va pouvoir clignoter. Donc ça me donne quelque chose de très très simple, et qui va me permettre de jouer un petit peu avec l'ensemble. En termes d'intégration avec ma sonde de température, je vais avoir exactement le même type d'écriture. Je vais utiliser un objet 5 thermomètres. Je vais dire quel type de contrôleur c'est, sur quelle pin de mon Arduino je vais retrouver cette sonde de température, à quelle fréquence il doit faire son relevé de température. Et après, sur mon événement data, eh bien, j'ai juste à exploiter l'information qui arrive. Ce code-là, écrit en JavaScript, il est vraiment joli. Et en C, en fait, le programme en C dont je vous ai parlé il y a quelques minutes sur les 110 lignes de code, eh bien, il ressemble à ça. Donc, vous voyez, on a des décalages de registres, des ou logiques ou quoi que ce soit. Et la majorité d'entre vous, et moi compris, je suis sûr qu'on n'est pas capable de le comprendre, parce que ça y est bien longtemps qu'on ne fait plus ce genre de choses. Donc, l'idée, c'est vraiment d'utiliser une API de haut niveau et de s'en sortir de cette manière. L'objectif de mon projet, c'est bien sûr de tracer des courbes de température. Pour y arriver, eh bien, les données qui sont relevées, je vais les injecter dans une base temporelle, InfluDB. Donc c'est une base où les données sont indexées avec un timestamp. C'est un timestamp qui est pressé à la nanoseconde si j'ai besoin d'aller plus loin, mais globalement, ça va me permettre, pour mon relevé de température, amplement suffisant. Et pour la partie dessin, je vais utiliser Grafana, qui est un outil qu'on retrouve plus dans la partie monitoring des applications,
qui me permet en fait de mettre en forme des données sous forme graphique. Et les données, il est capable de supporter plusieurs sources. On a une InfluDB, mais on va également avoir d'autres sources compatibles qui sont supportées par cet outil-là. L'outil est entièrement, on va le trouver dans un navigateur, il est entièrement dynamique, on peut se balader dedans sans trop de problèmes. Donc l'ensemble que j'ai juste devant moi et qui devrait faire la démo, donc on a notre Arduino qui se trouve ici, avec la sonde de température, reliée en USB à mon Raspberry, et derrière, je vais pouvoir faire fonctionner l'ensemble. Je ne peux pas vous parler de tout ça sans vous parler d'un tout petit peu de Docker. C'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, dans mon projet, j'ai déployé Grafana et InfluDB sous forme de conteneur Docker sur mon Raspberry. Dans le monde Docker, on ne peut pas réutiliser l'image du hub pour un Raspberry. Les pros ne sont pas les mêmes entre du x86 pour ce type de plateforme. Un ARM, c'est pas du tout la même chose. C'est comme faire marcher du diesel et de l'essence, ça fonctionne pas très bien ensemble. Donc là, il faut tout recompiler pour réussir à le faire fonctionner. Une fois que mon ensemble est mis en place, je vais pouvoir en fait rajouter des nouveaux composants. En termes pour la mesure d'humidité, par exemple, une sonde DHT22 qui va pouvoir se connecter exactement comme ma sonde de température. Je peux rajouter un capteur de pression, un capteur d'humidité du sol, pour essayer de compléter ma station météo. Donc là, je vais vous faire une petite démo de l'ensemble. Normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Donc mon programme, c'est du Node, comme on a l'habitude de le voir. La petite différence par rapport à ce que je vous ai montré en slide tout à l'heure, c'est la présence ici, un client, InfluDB. Donc c'est lui qui va permettre de poster dans ma base de données les relevés de température. Je lui dis d'aller vraiment voilà. Je lui dis où se trouve mon serveur InfluDB. Ensuite, lorsque j'ai mon événement data, je vais loguer ma température et je vais également émettre à l'aide de mon client dans une série que j'ai appelée temp, comme température, les données que j'ai relevées. Lorsque je lance mon programme, donc un bête node DS18B20, donc là ce qui va se passer, c'est que mon Raspberry va charger mon programme, va se connecter sur le port série qu'il va trouver. En fait, il va pinguer tous les ports série qu'il va trouver, vérifier que derrière, j'ai bien mon Arduino qui est en train d'écouter. Donc là, pour ceux qui sont au premier rang, vous le voyez, il clignote légèrement. Pour les autres, il fonctionne. Donc là, en fait, il me fait un relevé de température régulier. Et normalement, en mettant mon doigt sur la sonde de température, là, on devrait voir la température qui évolue. Ok, ça descend. C'était pas le comportement attendu. Bon, ça évolue. C'est ça en fait qu'il faut retenir. Et derrière, donc quand il voudra bien, ce qu'on va retrouver en fait, c'est l'outil Grafana. Grafana qui permet en fait d'avoir un dessin de courbe de température cette forme-là. Donc ça, c'est un relevé de température qui date du mois de novembre, septembre plutôt, chez moi. Donc on va pouvoir se balader sur mes différentes données pour qui m'affichent les valeurs à ce moment-là. On peut zoomer, dézoomer, enfin on peut vraiment se balader dedans pour avoir des choses plutôt intéressantes. Ensuite, donc là, ça c'est le relevé de sonde de température depuis que je viens de lancer mon programme en Node. Donc là, les données sont régulièrement alimentées, bien sûr, par mon Raspberry sur ma base InfluDB. Grafana est en train de le pinguer régulièrement. Toutes les 5 secondes, en fait, il rafraîchit la page pour m'afficher ma sonde de température. Alors, normalement, la sonde de température, mes doigts sont un peu plus chauds que tout de suite. Là, c'est le stress qui me fait descendre. Mais bon, vous voyez, on a une évolution de la sonde de température. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Et là, j'en ai fini pour cette démo. Si vous avez des questions, si vous voulez partager avec moi des différents projets ou problématiques, je serai ravi d'y répondre. Oui. Donc la question c'est comment est-ce que je gère l'étanchéité de ce type de boîtier-là. Donc je vous expliquais que ce type de bus sur lequel est branchée la sonde permet d'avoir des câbles jusqu'à une centaine de mètres. Donc là-dessus, en fait, ce qu'on va juste mettre dehors, c'est la sonde de température. La sonde de température, là, elle fait la taille d'une allumette à peu près. Donc l'idée, c'est qu'on peut la glisser plutôt facilement dehors. Et effectivement, on ne va pas juste la laisser se balader dehors. L'idée, c'est de le prendre, on peut bidouiller, mais la mettre dans un stylo, le remplir de mastic et mettre tout ça dehors, et il n'y a pas trop de problème. Donc bien sûr, là, on est dans le monde de la bricole ou autre, mais
C'est du matériel qui vaut tellement que dalle que bah, s'il crame, c'est pas grave. On peut en trouver vraiment sans aucun problème de rechange. Pardon. Et avec un tout petit peu de mastic, on peut faire des solutions pour le rendre étanche facilement. L'alimentation de la carte, donc ça passe par le bus USB, ou alors tu peux rajouter dessus ce qu'il faut pour l'alimenter, c'est du 5 volts. Donc une alimentation vraiment toute simple. L'Arduino, tu peux également faire en sorte qu'il s'affiche avec, qui s'alimente avec une pile, si tu veux. Pour ce type de montage, en fait, l'idée c'est que comme tu as vraiment une symbiose forte entre ton Arduino et ton Raspberry, les deux sont pas très loin de l'autre, donc le câble USB peut suffire dans la majorité des cas. Parce qu'on peut. La lib Johnny 5 que je vous présente là, elle est capable d'utiliser directement les GPIO du Raspberry pour faire le même type de rendu. Moi j'aime bien en fait bidouiller, aller un tout petit peu plus loin que ce qu'on peut faire. Ça fait des années en fait que je joue avec des Arduino, et là d'avoir trouvé ça en fait m'a permis d'aller un peu plus loin, ou au contraire aujourd'hui je pourrais simplifier mon installation dans ce sens-là. Alors je pense que là juste en termes de temps on va être contraint, je peux te le montrer après si tu veux sans problème. Une autre question ? Très bien. Je vous remercie à tous pour votre attention.